Chapitre 1. Peter Pan arrive. Tous les enfants grandissent. Tous, sauf un. Ils le savent très tôt et même si Wendy le sait depuis fort longtemps, elle n'y pensait pas beaucoup jusqu'au jour où elle a rencontré Peter Pan. Wendy vivait dans une grande maison de Londres avec ses parents, Monsieur et Madame Darling, et ses deux frères, John et Michael. Ils étaient très heureux, entourés de l'amour de leurs parents. Madame Darling les aimait tendrement. Monsieur Darling les aimait aussi, mais il était fort occupé par ses problèmes d'argent. La bonne qui s'occupait des enfants n'était pas à l'image de ce que Monsieur Darling souhaitait, mais c'était tout ce qu'il pouvait se permettre. C'était un chien de Terre-Neuve, appelé Nana. Il l'avait trouvée dans les jardins de Kensington, et comme elle semblait abandonnée, il l'avait engagée. Nana n'était pas un chien ordinaire, c'était en réalité une vraie perle. Elle savait d'un coup d'œil juger si l'un de ses protégés était souffrant. Et lorsque Madame Darling amenait des visiteurs imprévus dans la chambre des enfants, avant même que ceux-ci n'atteignent le seuil de la chambre, les enfants se trouvaient tous trois vêtus de frais, cheveux lissés. Comme toutes les bonnes, Nana avait droit à un soir de congé par semaine. C'était alors Madame Darling qui la remplaçait. Un soir que Madame Darling remettait de l'ordre dans l'esprit des enfants endormis, comme le fait chaque soir chaque maman partout sur la terre, elle y découvrit un mot incompréhensible pour elle chez chacun des trois enfants. Peter. Elle ne connaissait aucun Peter. Le lendemain, Madame Darling, fort intriguée par toute cette histoire, a questionné Wendy. « Qui est ce Peter, ma chérie ?»« C'est Peter Pan, maman. Un petit garçon qui n'a pas grandi. Il vient parfois sur le bord de mon lit et joue du pipeau. Il peut voler aussi. Il vient souvent me rendre visite. » Et Wendy de raconter le pays imaginaire, là où elle est dans une maison de feuilles et a un loup pour animal domestique. John a même ajouté qu'il y a une lagune survolée par des flamants roses. Madame Darling est bouleversée par cette conversation. En cherchant bien tout au fond de sa mémoire, elle croit se rappeler que Peter Pan vit chez des fées. Cette nuit-là, Madame Darling est inquiète. La chambre des enfants, si calme, si reposante, présente quelque chose d'étrange. Les jouets sont pourtant rangés dans leur coffre, les livres sont posés dans la bibliothèque. Elle prend son ouvrage et se met à broder. Peu à peu, sa tête s'incline et doucement, très doucement, elle s'endort. Elle rêve. Dans son rêve, le pays de l'imaginaire dont Wendy a parlé se rapproche. L'étrange petit garçon est là, sorti du pays de l'imaginaire pour lui rendre visite. Soudain, la fenêtre s'ouvre et l'enfant de son rêve tombe sans bruit sur le sol. Il n'est pas seul. Une lumière brillante, aveuglante même l'accompagne. C'est sans aucun doute cette lumière étincelante qui réveille Madame Darling. Elle sursaute, pousse un cri, et lorsqu'elle voit l'enfant, quelque chose en elle lui dit que c'est Peter Pan. Il est comme tous les autres enfants, bien qu'habillé de feuilles. Madame Darling ne parvient pas à détacher ses yeux de lui et, lorsqu'il l'aperçoit, comme chaque fois qu'il voit un adulte, il lui fait une horrible grimace. Chapitre 2. L'ombre. Nana, qui revenait de sa sortie nocturne, en entendant le cri de Madame Darling, se précipite dans la chambre des enfants et, dans un grognement terrible, se jette sur l'intrus qui avait osé pénétrer dans son domaine. Mais c'était sans compter sur la rapidité de Peter, qui, d'un bond, s'enfuit par la fenêtre. Madame Darling dévale les 3 étages et sort dans la rue à la recherche du corps de l'enfant qui avait dû se tuer dans sa chute. Elle ne voit rien, mais en levant les yeux vers le ciel, elle aperçoit ce qui devait être une étoile filante. En rentrant dans la chambre, elle retrouve Nana qui tenait dans sa gueule l'ombre de l'enfant. En se jetant sur lui, elle avait refermé la fenêtre et l'ombre n'avait pas eu le temps de s'enfuir. Madame Darling la prend, la roule soigneusement et la range dans un tiroir. Il faudra absolument qu'elle parle à son mari de toutes ces étranges histoires. Une semaine passa. C'était un vendredi soir comme les autres. Jour du bain. Et comme à chaque fois, Michael ne voulait pas de bain. Il avait beau tempêter, battre des pieds, Nana restait intraitable. Madame Darling, vêtue de sa robe du soir blanche, entre dans la chambre des enfants. « Votre père et moi allons dîner ce soir au numéro 27, dit-elle. Nous ne serons donc pas bien loin. Monsieur Darling entre à son tour,
Il tient à la main sa cravate et semble de forte méchante humeur. « Je n'arrive pas à attacher cette maudite cravate. Je te préviens, si je ne parviens pas à la mettre, nous ne sortirons pas ce soir. » Madame Darling, très calmement, lui noue sa cravate. La mauvaise humeur semblait passer, et elle se préparait à lui parler de l'étrange petit garçon, lorsque Nana entra dans la chambre. En passant à proximité de Monsieur Darling, elle le frôle. Le superbe pantalon se retrouve couvert de poils. Monsieur Darling entre dans une colère noire en disant que c'était une erreur d'avoir un chien pour bonne. Madame Darling se décide alors à lui raconter la venue de Peter Pan et il éclate de rire. Lorsqu'elle lui montre l'ombre, il a l'air plus songeur. C'est à ce moment que Nana revient avec le sirop de Michael qui, à son habitude, refuse de le prendre. « Quand j'avais ton âge, dit Monsieur Darling, je prenais toujours mes médicaments sans faire d'histoire. » Ce qui, bien entendu, était faux. Si je n'avais pas égaré ma bouteille de sirop, je t'aurais montré l'exemple. « Je sais où elle se trouve, dit Wendy. Elle sort et revient quelques instants plus tard en tenant à la main la précieuse bouteille. Monsieur Darling est pâle. C'est qu'il est très mauvais, ce sirop. Il se sent pris au piège. Il a alors l'idée de verser le sirop dans l'écuelle de Nana en pensant que ses enfants riraient de la bonne farce jouée au chien. Nana lappe l'infâme breuvage et rentre dans sa niche en pleurant. Wendy voudrait bien consoler son chien, mais Monsieur Darling, à nouveau en colère, déclare « Ce chien n'a rien à faire ici. Sa place est dans la cour et je vais aller l'y attacher immédiatement. » Il la saisit par son collier et l'emmène rudement. Attachée dans la cour, Nana aboie, flairant le danger. Madame Darling ne se sent pas non plus très rassurée. Elle vérifie la fenêtre et allume les veilleuses en disant à Michael « Les veilleuses sont les yeux que les mamans laissent derrière elles pour protéger leurs enfants. » Elle les embrasse et sort de la chambre, en leur jetant un dernier regard sans se douter qu'elle ne les reverrait pas avant longtemps. Dès que Monsieur et Madame Darling sont entrés au 27, la plus petite étoile de la Voie lactée dit « Tu peux y aller, Peter !» Un ordre qui lance Peter et Clochette sur le chemin de la chambre des enfants. Chapitre 3. Partons. Tout est calme et paisible dans la chambre des enfants. Soudain, une minuscule boule de lumière fonce dans la pièce, suivie presque immédiatement de Peter Pan. « Clochette, sais-tu où est mon ombre ?» demande-t-il. « Dans la grande boîte au fond de la pièce, répondit celle-ci dans un tintement argentin, langage commun aux fées. Peter ouvre le tiroir de la commode et prend son ombre sans faire attention à Clochette qui était entrée et referme le tiroir, emprisonnant la petite fée. Comment faire pour attacher une ombre lorsqu'on est un petit enfant? Bien sûr, elle ne colle pas toute seule. Le savon non plus, cela ne marche pas. Alors Peter s'assied sur le sol et se met à pleurer. Ses sanglots réveillent Wendy. « Pourquoi pleures-tu, petit garçon ?» demande celle-ci à Peter. « Je m'appelle Wendy. Wendy Moira Angela Darling. Moi, c'est Peter Pan. Je pleure parce que je n'arrive pas à attacher mon ombre. Donne-la-moi, je sais comment faire. Je vais la recoudre avec du fil et une aiguille. » Peter fait la grimace. Une aiguille, du fil, ça risque de faire un peu mal, mais en petit garçon courageux, il ne dira rien. « Voilà, c'est terminé, dit Wendy. Puisque tu n'as rien dit, je vais te donner un baiser. » En voyant qu'il lui tend la main, Wendy comprend que Peter ne sait pas ce que c'est qu'un baiser, et elle lui tend le dé qu'elle vient juste d'utiliser pour coudre. Peter veut à son tour lui offrir quelque chose, et il lui donne un gland. « Quel est ton âge, Peter ?» lui demande Wendy. « Je n'en sais rien, répondit celui-ci. Je me suis enfui le jour de ma naissance. Je ne veux pas devenir un homme, alors depuis je vis au pays des fées. Sais-tu d'où viennent les fées ? Lorsque le premier de tous les bébés se mit à rire pour la première fois, son rire se brisa en milliers de morceaux et chaque morceau devint une fée. Depuis ce jour, chaque enfant devrait avoir sa fée. Devrait, car à chaque fois qu'un enfant déclare « Je ne crois pas aux fées », l'une d'entre elles meurt. Tout en parlant, Peter se souvient de Clochette. Il la cherche et la retrouve dans le tiroir de la commode. Les paroles qu'elle lui dit à sa sortie ne sont vraiment pas à rapporter ici. Il faut dire que Clochette est une fée fort peu ordinaire. Wendy n'a Dieu que pour la fée, comme elle aimerait aussi avoir une fée comme celle-ci. Mais Clochette ne semble pas de cet avis. « Où
Où habites-tu maintenant? Demande Wendy à Peter. Au pays de l'imaginaire avec les 6 enfants perdus. Ils sont tous tombés de leur landau lorsque leur bonne ne les regardait pas. Moi, je suis leur capitaine. Je viens souvent chez toi le soir à ta fenêtre pour écouter les histoires que ta maman vous raconte parce que moi, je ne connais pas d'histoire et nous n'avons pas de maman. D'ailleurs, il est temps que je rentre pour raconter la fin de Cendrillon aux autres. Si tu voulais venir avec moi, tu pourrais devenir leur maman pour raconter des histoires, repriser les chaussettes et faire la cuisine. En plus, je t'apprendrai à voler. C'est bien plus qu'il n'en faut à Wendy. Elle réveille ses frères, John et Michael, afin qu'ils l'accompagnent. Ils sont tous les 3 enthousiastes à l'idée de voir des sirènes, des pirates et des indiens. Mais comment faire pour voler? Peter souffle alors un peu de pollen des fées qu'il avait encore sur la main, et il s'élance dans les airs et tournoie dans la chambre. Monsieur et Madame Darling, que Nana était allée chercher après avoir brisé sa chaîne, ont juste le temps d'apercevoir de l'extérieur 4 ombres qui volent dans la chambre des enfants, car lorsqu'ils arrivent enfin à l'étage dans la chambre des enfants, tous 3 sont partis avec Peter pour le pays de l'imaginaire. Chapitre 4. Le voyage. 2e à droite et tout droit jusqu'au matin. Tel est le chemin qu'empruntent Wendy, John, Michael, Peter et Clochette pour se rendre au pays de nulle part. C'est tellement gai de voler qu'ils perdent beaucoup de temps en chemin et la fatigue s'installe. C'est très dangereux de s'endormir en volant. Dès que les yeux se ferment, les corps tombent et Peter trouve ça bien drôle. Il rattrape Michael juste au moment où celui-ci va sombrer dans la mer. Peter aime fanfaronner. Il caresse le dos d'un requin, vole un peu de nourriture à un oiseau de proie, disparaît pour vivre de mystérieuses aventures et revient près des autres dans un éclat de rire en oubliant ce qui lui est arrivé. Wendy est inquiète. Peter ne va-t-il pas les oublier? Comment faire pour s'arrêter? Où se cache l'île? Il y a si longtemps qu'ils volent. Nous y voici, dit Peter. En effet, dans un dernier rayonnement du soleil, les enfants voient apparaître l'île. Ils la reconnaissent du premier coup d'œil. La lagune aux sirènes, le camp des peaux-rouges, le louveteau de Wendy, tout comme dans leurs rêves. Peter est passablement agacé de voir que les enfants connaissent si bien son île. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, il éprouve de plus en plus de difficultés comme si des mains invisibles les retenaient pour qu'ils n'atterrissent pas. Peter ne veut pas leur dire qu'ils étaient en train de combattre les fées et demande à John d'un air détaché « Tu veux prendre d'abord le thé ou vivre tout de suite une aventure ?» Wendy et Michael préfèrent le thé, mais John, intrigué, aimerait bien connaître sa première aventure. « Regarde en dessous de nous, il y a un pirate endormi. Si tu veux, on peut aller le tuer, » dit Peter. « Tu en as tué beaucoup ?» demande John. « Bien sûr, » répondit fièrement Peter. « Il y en a des tas dans l'île. Leur capitaine, c'est Crochet. » En disant ces derniers mots, le visage de Peter s'est durci. Il ne semble pas l'aimer beaucoup et raconte aux enfants comment il lui a coupé la main droite qu'il a remplacée par un crochet en fer. Il leur fait promettre aussi qu'en cas de bataille avec Crochet, il le lui laisserait. C'est à ce moment que Clochette prévient Peter que les pirates ont sorti leur gros canon et s'apprêtent à leur envoyer un boulet. C'est à cause de la lumière de Clochette, elle ne veut pas l'éteindre, il faut absolument la cacher. La solution est trouvée dans le haut de forme que John a emporté. Clochette se retrouve entre les mains de Wendy et elle n'aime pas vraiment ça. Tout est silencieux quand soudain, une énorme déflagration projette les enfants dans les airs. Clo sort du chapeau et entraîne Wendy. Clochette n'est pas méchante. Comme toutes les fées, elle est parfois gentille, parfois méchante. Elle est tellement petite qu'elle n'a de place que pour un seul sentiment à la fois. Et en ce moment, elle est terriblement jalouse de Wendy. Pauvre Wendy. Elle ne sait pas combien la petite fée la déteste et elle remet son sort entre ses mains. Chapitre 5. L'île. À l'approche de Peter, l'île s'est remise à vivre. Pendant son absence, les fées allongent leur grasse matinée, les peaux rouges festoient, les enfants perdus et les pirates ne songent pas le moins de monde à se faire la guerre. Mais à son arrivée, tout le monde reprend son rôle. Ce soir-là, les enfants perdus attendent Peter. Les pirates cherchent les enfants perdus, les peaux rouges pistent les pirates, et les animaux sauvages suivent les peaux rouges. Tous tournent cependant autour de l'île sans que jamais un groupe rattrape l'autre. Les enfants perdus sont venus accueillir leur capitaine.
Le nombre d'enfants varie en fonction de ceux qui sont tués dans les combats, mais aussi de ceux que Peter supprime parce qu'ils ont grandi. Pour l'instant, ils sont 6. Ils portent des peaux d'ours tués de leurs propres mains. Il y a la Guigne, qui manque toujours une bonne part des aventures parce qu'il a le dos tourné au bon moment. Il y a Bonzig, toujours joyeux. Il y a la Plume, qui taille des sifflets de bois et danse sur ses propres musiques. Il y a le Frisé, qui, même innocent, s'accuse toujours de tous les méfaits. Et il y a les jumeaux, toujours l'un contre l'autre, avec un air qui implore le pardon. Juste derrière les enfants viennent les pirates, armés jusqu'aux dents et qui chantent le même horrible refrain. « Tenez bon, hissez la voile, nous sommes les pirates, si la mort nous sépare, nous nous retrouverons en enfer !» Leur chef, Jack Crochet, vautré sur un chariot tiré par ses hommes aiguillonnés de temps en temps par son horrible harpon. Il est vêtu à la mode du temps de Charles II. Il porte aux lèvres un ingénieux porte-cigare qui lui permet de fumer 2 cigares en même temps. Dans la suite des pirates viennent les peaux rouges. Ils sont sur le chemin de la guerre, luisants de peinture et d'huile, tenant à la main des couteaux ou des tomahawks, et portant fièrement à leur ceinture des scalps des pirates ou des enfants perdus. La dernière de leur groupe est Lys Tigré, leur princesse coquette, glaciale et ardente. Ils marchent sans faire aucun bruit et seule leur respiration peut les trahir. Pour finir viennent les animaux sauvages, lions, ours, tigres, tous affamés. Le dernier animal à apparaître est un gigantesque crocodile. Ce défilé pourrait durer éternellement, mais les enfants s'arrêtent. Ils aimeraient que Peter soit déjà de retour pour apprendre la suite de l'histoire de Cendrillon. Les enfants s'arrêtent de parler. Ils entendent au loin une chanson qu'ils connaissent bien. Le pavillon à tête de mort, la belle vie, une corde de chanvre, et l'on va boire la grande tasse. Tels des lapins, ils détalent et disparaissent de leur maison souterraine par les 7 passages creusés dans les arbres. Les pirates se mettent à la recherche des enfants pendant que Crochet raconte à son second l'histoire de sa vie et pourquoi il a tellement peur du crocodile qu'il le pourchasse de mer en mer depuis que Peter lui a donné sa main à manger. Le crocodile a avalé un réveil, en sorte que dès qu'il arrive dans les parages, il peut l'entendre. Tout en parlant, il s'assied sur un énorme champignon. « Il est brûlant !» dit-il en se relevant d'un bond et en l'examinant. C'était une cheminée. Crochet venait de découvrir le repère des enfants perdus. Il lui restait juste à savoir où se trouvait Peter. On retourne au bateau préparer un gâteau au sucre vert. Les garçons perdus n'ont personne pour leur dire que c'est dangereux. Ils le mangeront et ils mourront, déclare Crochet dans un éclat de rire. Crochet et son second se mettent alors à danser et à chanter. Larguez les riz quand je parais, ils crèvent de peur, il ne reste plus de chair sur les os quand Crochet vous a serré la main. Il s'arrête subitement car un tic-tac bien connu approche. Crochet reconnaît le bruit du réveil avalé par le crocodile et s'enfuit à toutes jambes, tremblant de peur. Bonzi, poursuivi par une meute de loups, arrive près des enfants perdus, en leur expliquant qu'il a aperçu un grand oiseau blanc qui semble épuisé et répète à chaque coup d'aile « Pauvre Wendy ». C'est à ce moment que les garçons aperçoivent à leur tour cet étrange oiseau que l'on nomme un Wendy et que Clochette surgit et crie à l'intention des garçons « Peter veut que vous tuiez Wendy. Vive la guigne, vite la guigne !» La guigne ajuste sa flèche et tire. Wendy s'abat sur le sol, une flèche dans la poitrine. Chapitre 6 – La petite maison. Les enfants arrivent près de l'oiseau blanc. « Mais ce n'est pas un oiseau, dit la Plume, c'est une dame. »« Une dame ? Et nous l'avons tuée, dit Bonzig. »« Peter nous l'a menée certainement pour s'occuper de nous, dirent les jumeaux. » C'est alors qu'ils entendent le cocorico strident de Peter et peu après, ils se posent à proximité d'eux. « Bonjour les gars, j'ai une grande surprise pour vous. Je vous ai ramené une maman. Vous ne l'avez pas encore vue ?» Les garçons ne répondent pas, mais ils reculent d'un pas, laissant à Peter le soin de découvrir Wendy, étendue sur le sol, une flèche plantée dans le cœur. Il ôte la flèche et demande « À qui est cette flèche ?»« À moi, Peter, avoue la guigne. Je mérite une peine très lourde, je le sais. » Peter s'apprête à transpercer la guigne avec la flèche, mais son bras est retenu en l'air. Wendy a levé son bras et retient celui de Peter.
Je crois bien qu'elle vient de dire « Pauvre la guigne », dit Bonzig. « Elle vit !» s'écrie Peter, qui, en se penchant, trouve son bouton que la fillette avait suspendu à son cou. « Le baiser que je lui ai donné lui a sauvé la vie », affirme-t-il. Une note plaintive s'élève. Clochette pleure parce que Wendy est vivante. Les garçons racontent alors à Peter la traîtrise de Clochette. Il se met très en colère et bannit Clochette de l'île. Elle doit s'en aller pour toujours. Wendy lève à nouveau son bras et Peter adoucit la sentence. Clochette ne sera punie que durant 1 semaine. Les garçons ne peuvent laisser Wendy dans cet état et il est impossible de la descendre dans la maison souterraine. C'est pourquoi ils décident de construire autour d'elle une petite maison. Chacun se met à l'ouvrage, même John et Michael sont embauchés et deviennent bûcherons. Il faut aussi un médecin pour Wendy. La plume se charge de ce rôle. Il ausculte Wendy et pose son diagnostic. Avec du bouillon de viande dans une tasse à bec, elle sera guérie. Si seulement je connaissais ses goûts, soupire Peter. Et Wendy se met alors à chanter doucement. Je voudrais avoir une jolie maison, la plus petite jamais vue, avec de drôles de petits murs rouges et un toit de mousse tout vert. Les enfants se dépêchent de réaliser le souhait de Wendy et chantent. Nous avons construit les murs et le toit et fabriqué la jolie porte. Dis-nous maintenant, maman Wendy, ce qui te ferait encore plaisir. Wendy leur répond. J'aimerais avoir maintenant des fenêtres très gaies avec des roses à l'extérieur et des bébés à l'intérieur. Il n'y a ni roses ni bébés, il faut juste imaginer et chanter. Les roses sont à l'extérieur et les bébés attendent à la porte. Nous ne pouvons nous faire nous-mêmes car on nous a déjà fait. La maison est très réussie, mais il lui manque une cheminée. Peter prend le chapeau de John et après en avoir détaché le fond, il le pose sur le toit. De joie, la petite hutte se met à fumer. Peter s'approche de la porte et frappe. La porte s'ouvre et Wendy apparaît sur le seuil, l'air fort étonné. Les garçons perdus l'entourent et lui demandent « Madame Wendy, voulez-vous être notre maman ?» « Je ne suis qu'une petite fille, répond Wendy, mais je vais faire de mon mieux. Entrez dans la maison, avant de vous mettre au lit, je vais juste avoir le temps de vous raconter la fin de Cendrillon. » L'histoire terminée, elle déborde dans le grand lit et rentre se coucher dans sa maison. Peter décide de monter la garde devant la porte de Wendy pour la protéger des pirates et des animaux sauvages, et il ne tarde pas à s'endormir. Les filles qui reviennent de la fête doivent escalader le corps endormi de Peter et lui tirent le nez avant de poursuivre leur route. Chapitre 7. La maison souterraine. Le lendemain matin, la première chose que Peter doit faire est de mesurer Wendy et ses frères afin de leur trouver des arbres creux. Peter est en effet persuadé qu'ils seront plus en sécurité dans la maison souterraine. Trouver un arbre qui corresponde exactement aux mesures des enfants n'est pas chose facile. Pour Wendy et Michael, il n'y a aucun problème. Celui de John, par contre, doit être légèrement modifié. La technique pour descendre et remonter est assez simple. Dès qu'on s'installe dans le tronc, on retient sa respiration et on descend à une vitesse raisonnable. Pour remonter, les choses sont un peu plus compliquées. Il faut expirer et inspirer alternativement, tout en se contorsionnant. Au bout de 3 jours, ils ont tous acquis la technique et peuvent entrer et sortir sans difficulté. Ils aiment beaucoup leur nouvelle maison, surtout Wendy. Elle est pourtant fort simple, composée d'une seule pièce. Sur le sol poussent des champignons trapus qui servent de tabouret. Au centre de la pièce, c'est un arbre imaginaire qui essaie de pousser. Il y est scié chaque matin, de sorte qu'il retrouve juste la bonne taille pour le goûter, où il est couvert d'une porte qui sert de plateau. Il est ensuite de nouveau scié pour permettre aux enfants de jouer. Il y a aussi une immense cheminée qui permet de sécher le linge. Le dernier élément du mobilier est un lit qui est rabattu la journée, ouvert chaque soir à 6h30 et dans lequel les enfants dorment tous ensemble. Tous les garçons, y compris tous les garçons y dorment, à l'exception de Michael, que Wendy considère comme son bébé et qui dort dans un panier suspendu. Dans le mur, il y a une niche, guère plus grande qu'une cage d'oiseau.
c'est l'appartement de Clochette. Personne n'aurait pu rêver à un endroit aussi exquis. Il est séparé du reste de la pièce par un rideau léger et est aménagé avec de superbes tapis, un chandelier et du mobilier de prix qui donne à l'ensemble un air prétentieux et vieillot. Wendy, dans ses nouvelles attributions, n'a plus une seconde à elle. Il faut faire la cuisine, coudre, raccommoder et raconter des histoires aux enfants, en sorte que les semaines passent et qu'elle trouve à peine le temps de remonter prendre l'air, ou alors seulement accompagnée de son ouvrage. Elle songe parfois à ses parents, et est certaine qu'ils ont laissé la fenêtre de la chambre ouverte pour leur retour. Ce qui la chagrine surtout, c'est que John ne se souvient que vaguement de ses parents, et que Michael a fini par la considérer comme sa vraie mère. Pour graver le souvenir dans leur mémoire, elle les soumet à des interrogations écrites sur le sujet. Les résultats ne sont guère brillants, mais tous les enfants y participent, sauf Peter qui s'estime bien au-dessus de ses enfantillages. Il faut dire que Peter ne sait ni lire ni écrire. Peter, pour passer le temps, a inventé un nouveau jeu. Il se livre aux activités que John et Michael avaient pratiquées jusqu'alors durant leur vie. Il reste assis sur un tabouret sans bouger. Il lance une balle en l'air. Il sort se promener et rentre sans avoir tué grand-chose d'autre qu'un grizzly. Bien entendu, Peter oblige tout le monde à être ravi de cette nouvelle activité. Au bout de quelques jours, ce jeu ne lui plaît plus et il part seul à l'aventure. Sont-elles réelles ou imaginaires, les aventures qu'il dit avoir vécues ? Nul ne le sait. Certaines le sont, du moins en partie, puisque les enfants les ont également vécues. Les raconter toutes prendrait cependant bien trop de temps et d'espace. C'est pourquoi nous devons nous limiter à quelques hauts faits de la vie sur l'île. Il y a la bataille sanguinaire contre les Indiens au cours de laquelle Peter a subitement décidé de changer de camp et de devenir peau-rouge. Le combat aurait tourné court si les vrais peaux-rouges n'avaient décidé à leur tour d'inverser les rôles et d'être pour cette fois les enfants perdus. Il y a l'histoire où les peaux-rouges ont attaqué la maison souterraine. Ils sont restés coincés dans les troncs d'arbres creux et il a fallu les extraire comme des bouchons. Celle où Peter a délivré dans la lagune aux sirènes Listigré, la jolie princesse indienne tombée aux mains des pirates. Celle où Crochet a trébuché sur le gâteau au sucre vert qu'il avait déposé pour les enfants mais que Wendy arrivait toujours à leur ôter des mains au dernier moment. Il y a aussi celle de l'oiseau imaginaire qui avait bâti son nid sur une branche d'arbre surplombant la lagune. Le nid est tombé à l'eau et Peter a exigé qu'on laisse l'oiseau tranquille pour couver. Il y a celle où Clochette et les autres fées ont trouvé Wendy endormie sur une feuille et ont essayé de la chasser de l'île. Heureusement, la feuille a cédé et Wendy est revenue sur le rivage à la nage. Celle où Peter a défié les lions et où aucun de ceux-ci n'a osé traverser un cercle tracé par Peter sur le sol. Laquelle choisir ? Le mieux est de tirer au sort. C'est fait et ce sera la lagune aux sirènes. Chapitre 8 : La lagune aux sirènes. La lagune aux sirènes est l'endroit préféré des enfants. Ils y passent de longues heures à jouer, nager, flotter. Lorsqu'ils étaient fatigués, ils se couchaient sur le sable ou sur l'îlot désabandonné qui n'émergeait qu'à marée basse. Dans la lagune, il y a de vraies sirènes par centaines, mais, et c'est là un grand chagrin de Wendy, elles ne sont pas très sympathiques. Elles traitent tous les enfants avec mépris, sauf Peter. Elle déteste Wendy aussi et dès qu'elle apparaît dans la lagune, les sirènes l'éclaboussent de leur queue. Le moment le plus saisissant pour observer les sirènes est la nuit, à la pleine lune. Elles poussent d'étranges gémissements lorsque la lune monte dans le ciel. À ce moment, l'endroit est dangereux pour les mortels. Un jour, alors que les garçons dorment sur l'îlot, le soleil disparaît, la surface de l'eau se ride et des ombres sinistres s'étalent. Il fait froid et sombre. Wendy est terrorisée et transie de peur. Elle devrait réveiller les garçons, mais elle ne le fait pas. Heureusement, Peter a senti le danger dans son sommeil. Il bondit sur ses pieds, l'oreille aux aguets et s'écrie « Les pirates, plongez !» Le canot approche. Il y a 3 personnes à son bord. 2 pirates et Listigré, la belle princesse indienne. Elle venait d'être capturée alors qu'elle tentait de monter sur le navire des pirates, un poignard entre les dents.
Les pirates avaient pour instruction de la laisser sur l'îlot des abandonnés, chevilles et poignets liés jusqu'à ce que la marée la recouvre et qu'elle périsse noyée. Peter et Wendy ont tout entendu de la conversation des pirates. Ils savent qu'elle est promise à une mort horrible. Peter n'est pas de ceux qui choisissent la facilité et comme il imite à la perfection la voix de Crochet, il crie à l'intention des pirates. « Ohé du canot, marin d'eau douce, relâchez la princesse !» « Mais, capitaine, proteste Smee. « Faites ce que je dis, donne à nouveau la voix, ou je vous plonge mon crochet dans le corps. » Les pirates ne se le font pas répéter 2 fois et ils tranchent les liens de la princesse qui glisse telle une anguille et plonge dans la mer. Un autre « Ohé du bateau !» retentit. Cette fois, c'est le vrai capitaine Crochet qui nage en direction de l'embarcation. Ses hommes l'aident à se hisser dans l'embarcation. « Tout va bien, capitaine ?» demandent les pirates. Pour toute réponse, ils obtiennent un soupir, puis le capitaine déclare « Rien ne va. Les garçons ont trouvé une maman. » Si nous kidnappions cette maman, elle pourrait être notre mère, dit l'un des pirates. Une idée géniale! Topez-la, mes amis. Nous allons nous emparer des enfants, puis nous les ferons marcher sur la planche et nous garderons la fille, qui sera notre maman. Se souvenant de la peau rouge, Crochet demande à ses hommes où elle se trouve. « Nous l'avons relâchée ainsi que vous nous l'avez ordonné, » répond le second. « Nous avons entendu votre voix. »« Relâchée ? Mais je ne vous ai rien demandé, » dit Crochet, et, d'une voix tremblante, il demande « Esprit qui, cette nuit, hante cette sombre lagune, m'entends-tu » Peter ne sait bien entendu pas se retenir et engage un jeu de questions-réponses avec Crochet en empruntant sa voix. Crochet veut absolument savoir à qui il a affaire. Peter ne peut résister à la tentation et répond à chaque question. Son fol orgueil, une fois de plus, l'emporte trop loin et Peter donne son véritable nom. « Nous le tenons !» crie Crochet. « Prenez-le, mort ou vif !» En réponse, Peter appelle les enfants. « À l'attaque! Rentrez-leur dans le chou !» La bataille est courte mais âpre. Le choc a lieu sur le rocher. Peter et Crochet escaladent l'îlot chacun d'un côté et cherchant une prise, leurs bras se rencontrent. Ils se trouvent nez à nez. Peter saisit le poignard qui se trouve à la ceinture de Crochet et s'apprête à le lui planter dans le corps, mais il s'aperçoit que son ennemi est plus bas que lui. Alors il lui tend la main et le capitaine, sans honneur, le mord. Peter reste là, les yeux écarquillés devant cette trahison. Pétrifié, comme tous les enfants quand ils ressentent la première trahison des adultes. Crochet en profite pour le gifler 2 fois avec sa main de fer. C'est le tic-tac du crocodile qui sauve Peter. Crochet nage désespérément vers son bateau, tenaillé par une peur atroce et poursuivi par le crocodile. Les garçons trouvent le canot des pirates et regagnent le rivage en appelant Peter et Wendy. Mais ils ont une telle confiance en Peter qu'ils ne s'inquiètent pas pour lui. Il doit avoir regagné la maison en volant. La lagune redevint silencieuse. Peter hisse Wendy évanouie sur le rocher. La marée recouvre le rocher de plus en plus. « Nous sommes sur le rocher, Wendy, » dit Peter. « Mais bientôt l'eau l'aura entièrement recouvert. Nous devons partir. »« Je sais, » répondit la fillette. « On nage ou on vole ?»« Peux-tu nager ou voler sans moi ? Je ne peux pas t'aider. Crochet m'a blessé. » Wendy doit bien avouer qu'elle est trop fatiguée. Il demeure sur place, attendant une heure prochaine, quand une chose plus légère qu'un baiser effleure Peter. C'est la queue du cerf-volant de Michael. Peter tire sur la corde et la ceint autour de la taille de Wendy. Il la pousse hors du rocher et Wendy s'envole, emportée par le cerf-volant. Peter est tout seul. Le récif est de plus en plus petit et bientôt, il sera entièrement submergé. Peter a un peu peur, mais soudain il sourit. Mourir, ça c'est une aventure. Chapitre 9. L'oiseau imaginaire. Les sirènes se retirent dans leur chambre sous la mer. La mer monte et lèche déjà les pieds de Peter. Pour passer le temps en attendant la mort, Peter fixe un papier qui flotte sur les vagues. Le papier lutte contre les flots et Peter applaudit à chaque fois qu'il remporte une victoire sur la vague. Le papier se dirige vers Peter car il n'est autre que l'oiseau imaginaire.
Il a appris à se servir de ses ailes comme rame, et il vient pour sauver Peter en lui offrant son nid, où pourtant se trouvent encore ses œufs. Dès que Peter reconnaît l'oiseau, il se met à lui demander ce qu'il fait là. L'oiseau lui répond, mais comme ils ne parlent pas le même langage, c'est un véritable dialogue de sourds et chacun perd ses bonnes manières et se lance des injures. Mais l'oiseau est résolu à sauver l'enfant, sans doute à cause de ses dents de lait ou tout simplement parce qu'elle est une maman. Malgré sa fatigue, l'oiseau amène le nid à proximité du rocher et s'envole pour mieux faire comprendre à Peter ce qu'elle lui a crié pendant de longues minutes. Peter prend les 2 œufs dans ses mains. Que va-t-il bien pouvoir en faire? L'oiseau cache sa tête sous ses ailes. Sur le rocher se dresse un piquet. Un pirate a perdu son chapeau dans la bagarre. Il est en toile goudronnée, imperméable avec un large bord. Peter dépose les œufs dans le chapeau qui flotte. L'oiseau a maintenant un nouveau nid. Elle descend et se met à le couver. Peter, quant à lui, monte dans le véritable nid. Il plante le piquet et attache sa chemise en guise de voile. Chacun part vers son destin en se souhaitant un bon voyage. Peter aborde dans un endroit où l'oiseau pourra retrouver son nid facilement. Hélas pour le pirate, son chapeau a été définitivement adopté par l'oiseau. D'ailleurs, aujourd'hui encore, les oiseaux imaginaires construisent des nids en forme de chapeau avec un large bord où les petits peuvent prendre le frais. La fête bat son plein dans la maison souterraine. Chacun a une aventure à raconter, mais la plus incroyable, c'est que l'heure du coucher est passée depuis longtemps. Pour gagner encore un peu de temps, les enfants réclament des pansements et des bandages. Cependant, Wendy n'est pas dupe et les met au lit sans tarder. Le lendemain, pourtant, chacun reçoit son pansement et les enfants peuvent boiter à leur aise ou porter le bras en écharpe. Chapitre 10. Un foyer heureux. Grâce au sauvetage de Lise Tigré par Peter, les peaux-rouges deviennent les meilleurs amis des enfants. La nuit, ils veillent au-dessus de la maison souterraine pour la protéger de l'attaque des pirates, qui ne manquera certainement pas d'arriver. Le jour, ils rôdent dans les alentours, fumant le calumet de la paix avec l'air d'attendre des sucreries. Ils ont baptisé Peter le grand-père blanc. Ils se prosternent devant lui, ce qui n'arrange pas son caractère. S'ils vénèrent Peter, ils ont par contre moins d'égard pour les enfants, qui ne sont considérés que comme de simples braves. Wendy, gardienne du foyer et mère, ne veut prêter l'oreille à aucune plainte contre Peter, qui se fait appeler père par les enfants. Elle-même est traitée de squaw, ce qui ne lui fait pas plaisir. Un soir, alors que la journée s'est déroulée sans problème, les peaux-rouges sont à leur poste au-dessus de la maison. Les enfants prennent leur repas imaginaire et Peter est à la recherche du crocodile, afin de connaître l'heure. Les enfants sont particulièrement chahuteurs et le bruit est assourdissant. Chacun a à se plaindre de son voisin, car il est de règle dans la maison de ne pas rendre les coups, mais de dire « J'ai à me plaindre de un tel ». Un pas que Wendy reconnaît immédiatement s'approche. Peter arrive, avec des noisettes pour les enfants et l'heure pour elle. Un des jumeaux s'approche de Peter. « Papa, on voudrait bien danser, mais on aimerait que tu danses avec nous, ainsi que maman. »« C'est samedi soir, » dit l'autre. Les enfants prétendent toujours que c'est samedi soir lorsqu'ils ont envie de faire quelque chose d'exceptionnel. Ils enfilent leur chemise de nuit et se mettent à danser. Wendy coud, Peter se chauffe près du feu. Elle lui pose la main sur l'épaule et lui demande « Peter chéri, avec une famille si nombreuse, bien sûr je ne suis plus ce que j'étais, mais tu ne m'échangerais pas, hein? Tu ne m'échangerais pas contre une autre, n'est-ce pas ?»« Non, Wendy, répondit-il. Ses yeux qui clignotent dénotent cependant un embarras. Il interroge Wendy. « C'est seulement pour faire semblant que je suis le père des enfants. »« Bien sûr, répond-elle. Tu sais, j'aurais l'impression d'être si vieux si j'étais leur père, dit Peter. Quels sont tes sentiments pour moi, Peter ? Demande-t-elle enfin. Avec assurance, il lui répond qu'il a pour elle les sentiments d'un fils dévoué. Wendy avait deviné juste. Il ne lui reste qu'à être sa mère. Peter ne veut pas grandir. C'est bizarre, dit encore Peter. Tu es comme Lise Tigré. Elle non plus ne veut pas être ma mère. Peut-être que Clochette t'acceptera.
La petite fée, qui a tout entendu, fait une réponse qui n'a pas besoin de traduction. Wendy met au lit les enfants et leur chante une chanson effrayante. Ils se mettent à nouveau à danser, sans imaginer qu'au-dessus d'eux, les ombres bien plus menaçantes vont bientôt se refermer sur eux. Une fois couchés, Wendy leur raconte leur histoire préférée. Et Peter, qui déteste cette histoire, d'ordinaire, quitte la pièce ou se bouche les oreilles. Mais ce soir-là, il l'écoute.